Analyse comparative. Accord de Washington vis-à-vis de la constitution de la RDC. Cette vidéo présente une analyse juridique et politique rigoureuse des accords de Washington signés le 4 décembre 2025. Elle met en lumière une tension fondamentale entre les impératifs de la diplomatie internationale et la suprématie de la Constitution du 18 février 2006. À travers l'examen des points de friction majeurs, allant de l'aliénation du sous-sol à la délégation du commandement militaire, cette étude démontre comment l'exécutif congolais s'est engagé dans un processus qui défie les prérogatives du Parlement et les principes de la souveraineté nationale. L'objectif de cette vidéo est d'alerter sur les risques de dérives constitutionnelles et les responsabilités pénales encourues par les signataires face à ce qui s'apparente à une mise sous tutelle moderne de la République démocratique du Congo. Ce travail devait normalement être fait par les parlementaires congolais, mais malheureusement, tous étant vendus, le peuple est abandonné en pâture aux prédateurs apocalyptiques de la région et du monde. Avant de développer notre lecture, il convient de rappeler les prérogatives du président de la République telles que stipulées par la loi fondamentale. Article 69. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Article 74. Le président de la République est élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Moi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La lecture de ces deux articles de la Constitution congolaise nous permet de ces faits de développer notre analyse comparative des accords de Washington face aux droits congolais. Nous démontrerons comment les signataires de ces accords violent la Constitution, manquant ainsi à leur serment solennel et aux missions des garants de la nation telles que définies à l'article 69. Premier point de friction. L'article 12, entre parenthèses 2A, de l'accord de Washington contre l'article 218 de la Constitution congolaise. L'accord de Washington stipule que la RDC s'engage à réaliser les réformes constitutionnelles nécessaires sous 12 mois pour sécuriser les investisseurs américains. Toutefois, l'article 218 de la Constitution congolaise réserve l'initiative de la révision au président, au gouvernement ou au Parlement, le tout conditionné par un référendum ou un vote du Congrès. Comment Tshisekedi va mettre en œuvre ces accords dans les 12 mois sans avoir révisité la Constitution congolaise? Cela constitue une aliénation du pouvoir constituant. Un traité international ne peut ordonner une révision constitutionnelle car celle-ci est un acte
de souveraineté interne absolue. Deuxième point de friction. L'article 7 de l'accord de Washington contre l'article 9 de la Constitution congolaise. L'accord prévoit la création d'un mécanisme de gestion tripartite RDC, Rwanda, USA pour la supervision et la certification des minéraux congolais. Cela contrevient à l'article 9 de la Constitution qui consacre que l'État exerce une souveraineté permanente sur les sols, les sous-sols, les eaux et les forêts. Déléguer la gestion et non la simple exploitation du sous-sol à des puissances étrangères est formellement inconstitutionnel. Troisième point de friction, article 5 de l'accord de Washington contre l'article 190 de la Constitution congolaise. L'accord de Washington offre la possibilité de déléguer le commandement tactique des zones de sécurité à des partenaires étrangers, États-Unis et les alliés. L'article 190 de la Constitution est clair. Aucune force étrangère ne peut stationner ou circuler sans une loi spécifique. Nul ne peut organiser des forces militaires hors la loi. Cela constitue une rupture du monopole de la force nationale. Nous comprenons pourquoi Tshisekedi a traité le FARDC comme étant une armée des clochards. Quatrième point de friction. L'article 15 de l'accord de Washington contre l'article 214 de la Constitution congolaise. L'accord de Washington déclare une entrée en vigueur immédiate de sa signature, prévalant sur toute réglementation interne antérieure. L'article 214 de la Constitution congolaise exige que le traité de paix, de commerce ou engageant les finances de l'État ne soit ratifié qu'en vertu d'une loi. Cela caractérise une usurpation du pouvoir législatif, le président ne pouvant contourner le Parlement pour un accord engageant les ressources et les finances du pays. En quel moment Tshisekedi et son gouvernement ont promulgué une loi qui a été débattue au Parlement et à laquelle le peuple a répondu en faveur d'un référendum? Le point le plus critique réside dans l'interaction entre ces deux blocs de loi. En droit congolais, l'article 216 de la Constitution prévoit un garde-à-vous spécifique. Si la Cour constitutionnelle déclare que l'accord comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou de l'approuver peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Alors que l'accord de Washington stipule que la RDC s'engage à réaliser les réformes constitutionnelles nécessaires sous 12 mois pour sécuriser les investisseurs américains. Ce qui équivaut à dire, pour que ces accords soient effectifs, il faut que la Constitution soit révisée, sinon ils sont caducs. Sur le plan interne, tant que la Constitution n'est pas révisée, procédure longue et politiquement risquée, l'accord de Washington est juridiquement inapplicable et ne peut être frappé que de nullité par la Cour constitutionnelle. Sur le plan international, si Tshisekedi ne respecte pas l'accord qu'il a signé, il s'expose à des sanctions ou à un retrait de soutien diplomatique américain, créant une impasse entre la légalité nationale et la survie diplomatique de la nation entière, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. L'accusation de haute trahison, responsabilité pénale. L'accusation de haute trahison est l'arme, je dirais, nucléaire juridique du droit constitutionnel congolais. Puisque la violation de l'article 214 par le contournement du Parlement est établie, la signature des accords sans une loi débattue au Parlement et sans que les peuples se soient exprimés par référendum, la responsabilité pénale des signataires est engagée. Sachant que Tshisekedi a signé les accords de Washington le 4 décembre 2025 sans qu'une loi soit promulguée et débattue au Parlement, cela se passe en violation totale de l'article 214 de la Constitution et aux prérogatives du président de la République telles que stipulées aux articles 69 et 74. La responsabilité pénale du président de la République. En vertu de l'article 164 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président.
La qualification selon l'article 165. La haute trahison est une violation intentionnelle de la Constitution. Signer les accords de Washington, dont l'article 15 prévoit l'entrée en vigueur de ces accords sans loi, est une volonté délibérée de paralyser les pouvoirs législatifs et par ricochet la volonté ou l'avis du peuple congolais. La procédure selon l'article 166. La mise en accusation est votée par les congrès à la majorité de 2/3. Cela entraîne la suspension immédiate du président de la République. Les sanctions. Destitution automatique. Peine de prison pouvant aller jusqu'à la perpétuité et perte définitive des droits politiques. La responsabilité des ministres signataires. Selon l'article 164, les membres du gouvernement sont justiciables devant la Cour de cassation ou la Cour constitutionnelle pour les premiers ministres. En apposant leur signature sur un acte manifestement inconstitutionnel, ils deviennent co-auteurs ou complices du contournement de l'article 214. Ils risquent la démission forcée, la prison et l'inéligibilité. Conséquences juridiques par acteur. Pour les présidents de la République, les jugements par la Cour constitutionnelle après vote des 2/3 du Congrès. Tshisekedi risque la destitution et emprisonnement pour haute trahison. Pour les premiers ministres, jugement par la Cour constitutionnelle après vote de l'Assemblée nationale. Le premier ministre risque la démission forcée et des poursuites pénales pour avoir apposé sa signature dans ces accords. Pour les ministres, en l'occurrence, le ministre des Mines et le ministre des Affaires étrangères. Jugement par la Cour de cassation sur saisine du procureur général. Il risque des peines de prison et interdiction d'exercer toute fonction publique à vie. Pour échapper aux sanctions, l'exécutif congolais invoque en février 2026 la théorie des circonstances exceptionnelles, l'urgence de l'agression dans l'Est et les risques d'effondrement justifieraient de déroger la procédure pour obtenir un cessez-le-feu. Réalisez l'article 69 et l'article 74 pour comprendre les prérogatives de Tshisekedi et réaliser qu'il est en violation explicite, délibérée et volontaire de la Constitution. Le président de la République est élu parce qu'il a un projet et surtout parce qu'il a une mission constitutionnelle qu'il est censé s'assurer la concrétisation. En se fiant à l'argumentaire que produit le gouvernement congolais, s'ils étaient sérieux, s'ils étaient respectueux des lois du Congo, une loi devrait être promulguée et débattue au Parlement pour permettre la facilitation de cette procédure. Sauf qu'une fois de plus, le Parlement dans cette situation est mis en dehors du processus. Tshisekedi et son gouvernement se sont engagés unilatéralement, arbitrairement et délibérément. La jurisprudence congolaise est stricte. Aucune urgence ne permet de violer une règle de compétence constitutionnelle. La Cour constitutionnelle devrait décider si la paix justifie le sacrifice de la loi, ce qui n'a pas été fait. Cependant, il ne faut rien entendre de cette Cour constitutionnelle dont les juges ont été nommés par Tshisekedi et qui sont de son origine tribale, sous sa botte. Le procureur général près la Cour constitutionnelle devrait être saisi par la société civile. En définitive, les accords de Washington représentent un tournant critique pour l'état de droit en République démocratique du Congo. La Constitution de 2006, socle de la démocratie, ne peut être réduite à une simple variable d'ajustement pour satisfaire des alliances géopolitiques ou économiques, peu importe la raison. Alors que l'exécutif invoque la raison d'État pour justifier le contournement du Parlement et la violence de la Constitution, il appartiendrait désormais à la Cour constitutionnelle de jouer son rôle de dernier rempart contre l'arbitraire. Mais malheureusement, cette Cour constitutionnelle est au service des ennemis du Congo. Cette Cour est sous la botte de Tshisekedi et elle est au service de ceux qui veulent la balkanisation du Congo. La validation ou l'annulation de ces accords déterminerait si le Congo reste un État souverain ou s'il accepte une gouvernance tripartite
déconnecté de sa propre légalité, c'est-à-dire la constitution congolaise, les lois qui veulent que nous soyons ensemble, la nation congolaise, les clans, les tribus, les ethnies et le peuple congolais, dans toute notre diversité. La justice devait trancher. Aucune paix, aussi nécessaire soit-elle, ne saurait s'acheter au prix du sacrifice de la loi fondamentale et de la dignité nationale sans approbation directe et explicite du peuple. Voilà pourquoi le peuple devrait mettre en œuvre l'article 64 et dégager Tshisekedi et ses pairs, puisque les parlementaires ne sont plus aptes à défendre la nation. L'article 64 dans son alinéa premier est explicite. Tout Congolais a le devoir de mettre en échec un individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violant les prescrits de la Constitution. En vous conformant, chers compatriotes, à la comparaison, disons à l'analyse que je viens de faire entre l'accord de Washington et la Constitution congolaise, en vous fiant aux articles que j'ai énumérés, en analogie aux articles de la Constitution, il est clair comme la lumière du soleil que Tshisekedi viole délibérément la Constitution. De ces faits, nous serions dans un pays normal comme les États-Unis ou la France, voire certaines nations de l'Occident, le Parlement aurait convoqué le Congrès pour haute trahison afin de débattre l'accusation de haute trahison de Tshisekedi, puisqu'étant garant de la nation, étant celui qui devrait s'assurer du respect de la Constitution et qu'il s'avère qu'il soit celui qui soit le premier violeur de cette Constitution délibérément, il devient quelqu'un qui fait de la haute trahison. Voilà pourquoi le Congrès devait se réunir pour établir cette accusation-là et déposer à la Cour constitutionnelle pour destituer officiellement Tshisekedi. Mais vous savez pertinemment que le Parlement congolais est un Parlement qui a été nommé à la suite de la transhumance de ce qui était autrefois FCC et qui est devenu Union Sacrée, c'est-à-dire des gens qui ont été nommés au Parlement pour fermer leur bouche et surtout ne pas défendre le peuple congolais, laissant unilatéralement Tshisekedi décider selon son bon gré, selon son bon vouloir, ce qu'il veut pour le Congo, comme si le Congo était un héritage qu'Étienne Tshisekedi lui aurait légué. Vous savez pertinemment que la Cour constitutionnelle est composée de juges qui ont été nommés par Tshisekedi. Et ces juges-là ont été nommés par rapport à leur caractère tribaux. Ce sont ces frères des tribus qui n'agiront jamais contre leurs frères tribaux. Voilà pourquoi nous appelons au soulèvement populaire, voire soulèvement militaire, en vertu de l'article 64 alinéa 1er. Et que personne ne vienne vous arguer l'alinéa 2e qui interdit de faire tomber un pouvoir constitutionnel, un régime constitutionnel. En violant la constitution congolaise, Tshisekedi n'est plus, en tout cas le gouvernement de Tshisekedi, le régime de Tshisekedi n'est plus un régime constitutionnel. Et l'obligation revient à tout Congolais d'appliquer, peu importe les moyens, mettre en échec Tshisekedi et les groupes d'individus autour de lui qui s'amusent à danser sur les nez de la nation entière. C'était le camarade Zoro Bilel Ingeta du bataillon Front Populaire. Respect. Ingeta. Bataillon Front Populaire, respect. Dans le chapeau. Respect dans le bataillon Front Populaire, respect.